L'enquête en Belgique s'oriente vers un réseau de prostitution internationale. Selon Interpol, 2 des jeunes filles enlevées par Marc Dutroux seraient encore vivantes. Tentative de médiation de l'UDF Gilles de Robien pour les sans-abri de Saint-Bernard. De nouveaux attentats en Corse, l'enquête sur l'explosion du Boeing de la TWA qui s'oriente vers la piste criminelle, une révolution au sein de la couronne britannique, les exploits d'un Américain aux Jeux paralympiques et la sortie du film d'André Téchiné, Les voleurs, avec Catherine Deneuve qui sera notre invitée dans ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. En Belgique, les enquêteurs privilégient ce soir la piste d'un réseau de prostitution aux ramifications internationales. 2 jeunes filles enlevées il y a 1 an par Marc Dutroux et ses complices auraient même fait l'objet de recherches en République tchèque. L'émotion reste très vive en Belgique où le roi a demandé à être informé en permanence des résultats de l'enquête et où l'ancien ministre de la Justice a justifié son choix d'avoir accordé une libération anticipée à Marc Dutroux alors qu'il avait été condamné à la prison. Sur place, Mathieu Huchet et Jacques Gérard. Au funérarium, un interminable défilé. Toute la Belgique est venue encore aujourd'hui se recueillir devant les cercueils de Julie et Mélissa avant l'enterrement prévu pour jeudi prochain. Et à 10 h, dans tout le pays, les sirènes ont retenti, les pompiers voulant eux aussi afficher au grand jour leur tristesse et leur colère. À Neuchâtel, où l'enquête vient d'être centralisée, le dossier est maintenant entre les mains d'un seul homme, le procureur Michel Bourlet. Parmi les inculpés, Jean-Michel Nioul intéresse beaucoup le procureur. Son mandat d'arrêt est prolongé d'1 mois, il reste donc en prison. Connu de la justice, il a été le patron d'un club échangiste et pourrait être l'homme fort du réseau de prostitution. Le point de vue de M. Nioul est toujours le même, à savoir qu'il clame haut et fort son innocence. Je vous laisse donc imaginer dans ces conditions ce que c'est quand on se dit innocent d'être traîné dans la boue du haut au nord de la Belgique. Pour ce genre de chef d'inculpation, on n'est pas dans un dossier de vol ou de vol de voiture ou de choses de ce genre, c'est quelque chose d'odieux, ce sont des faits gravissimes. Donc lorsqu'on clame son innocence, eh bien, ça devient très vite un enfer. Dans ce Pulse, Marc Dutroux et son complice Michel Lelièvre auraient été les hommes de main de Jean-Michel Nioul, chargés de kidnapper les adolescentes et de les cacher dans ces nombreuses maisons, aménageant les caves en prison. Hier, la police a arrêté un autre suspect hollandais. Caspar Filler, déjà condamné pour trafic de stupéfiants, a fait de la prison avec Michel Lelièvre. Il est ce soir relâché, faute de preuves. Dans l'après-midi, le ministre de la Justice belge est venu à Neuchâtel pour rencontrer le procureur. À sa sortie, il se refusera à faire le point sur l'enquête. J'ai pas de commentaires à donner, c'est pas à moi de donner des commentaires sur l'enquête. On a eu une réunion de travail, on a réglé quelques histoires de matériel personnel et tout ça, on a parlé des avancements. Hein? On continue. Le ministre est ce soir chez les parents d'Anne Marshall, disparue en août 1995 avec son ami après avoir été enlevée par Marc Dutroux. La justice garde toujours espoir de les retrouver vivantes. Selon certains journaux belges, elles pourraient être quelque part en République tchèque, dans un réseau de prostitution. Alors Thierry Tuillier, il y a en ce moment, ou dans les minutes qui suivent, une conférence de presse du procureur chargé de l'enquête. Est-ce que cette possibilité évoquée par Interpol, donc du fait que les 2 jeunes filles enlevées par Marc Dutroux il y a 1 an environ seraient toujours vivantes, est-ce que cette possibilité est évoquée en Belgique ? Oui, effectivement. D'ailleurs, ce n'est qu'une confirmation de ce que nous vous avions annoncé dès hier soir. Une confirmation de ce qu'a dit le procureur du roi, Michel Bourlet, à la famille Marshall, à savoir qu'il gardait l'espoir de retrouver vivantes les 2 jeunes filles et qu'il était quasiment persuadé qu'elles avaient été en fait livrées à un réseau de prostitution aux ramifications internationales. Donc ça, c'est une quasi-certitude. D'ailleurs, le procureur du roi devrait l'annoncer dans les prochaines minutes lors de la conférence de presse. On doit également s'attendre à une annonce de futurs interrogatoires et pourquoi pas aussi de nouvelles arrestations puisqu'il s'agit désormais d'un réseau très organisé manifestement, donc à la fois de pédophilie et de prostitution. Ce que l'on sait aussi d'ailleurs, c'est que la police belge a demandé à la fin de l'année dernière la collaboration de son homologue tchèque. Son homologue tchèque a fait ses recherches et ces recherches n'ont rien donné, ce qui ne veut pas dire que ce soir la piste tchèque est abandonnée. La piste tchèque reste tout à fait sérieuse, mais parmi d'autres. Merci Thierry. Depuis la chute du mur, la prostitution s'est considérablement développée dans les pays de l'Est et la Belgique, dans l'établissement de ces réseaux, ferait figure de plaque tournante. L'enquête de Valérie Hermite et Marie-Pierre Cassignard. L'affaire qui secoue aujourd'hui la Belgique rappelle des souvenirs à Françoise Tulkens.
Juriste et criminologue, elle a fait partie il y a 2 ans d'une commission d'enquête parlementaire sur la traite et le commerce des êtres humains. 10 politiques et 4 experts ont travaillé durant 1 an pour découvrir que la Belgique n'était pas en reste, question commerce et réseau de prostitution. La Belgique apparaissant un peu comme une plaque tournante. Apparaissant comme une plaque tournante où effectivement les contrôles ou les activités de police n'étaient pas à ce point développées. Or c'est un type de criminalité qui est mouvant, elle se déplace selon les dits que l'on oppose. Et donc à ce moment-là en Belgique, le phénomène n'était pas encore particulièrement vif, en manière telle que la Belgique pouvait être une place, un lieu de rencontre, une plaque tournante assez utile. Ce ne sont pas des réseaux d'amateurs, ce sont des réseaux extrêmement organisés à travers des sociétés, et notamment des sociétés au Luxembourg et des sociétés bien construites. Donc, je dirais, il faut toute une connaissance en matière de droit commercial, en matière de droit fiscal aussi, bien entendu. Donc, c'était des sociétés, et qui parfois d'ailleurs avaient pignon sur rue. Des sociétés d'artistes souvent. En Belgique, la prostitution n'est pas une infraction. Dans les quartiers nord de Bruxelles, des filles de tous les pays se vendent, souvent sous la contrainte. De la pédophilie, il n'était pas vraiment question dans leur rapport parlementaire. Mais le problème était en 1994, déjà dans toutes les têtes. La commission n'a pas mis à jour des réseaux de pédophiles, mais le sentait bien. Et elle le sentait tellement qu'un des produits de la commission, ce sont ces lois d'avril 95 sur les abus sexuels des enfants. C'est l'enquête d'un journaliste qui avait provoqué un véritable électrochoc en Belgique, qui a poussé les parlementaires à travailler puis à modifier les lois concernant les abus sexuels. Aujourd'hui, c'est la découverte macabre de ce qui ressemble de plus en plus à un réseau de pédophilie enfantine qui amènera sûrement la Belgique à durcir une fois encore ses lois pour ce genre de criminels. En Angleterre, dans l'enquête sur l'assassinat et le viol de Caroline Dickinson, les tests génétiques pratiqués sur les camarades qui se trouvaient avec elle dans l'auberge de jeunesse de Plaine Fougère, quand se sont déroulés les faits, ces tests se sont révélés négatifs. Gilles Marinet. 24 heures seulement après avoir été conduits au commissariat de Launceston pour y subir un prélèvement sanguin, les 5 garçons du groupe avec lesquels Caroline Dickinson séjournait en France sont mis hors de cause, au grand soulagement des familles. N'importe quel parent aurait été angoissé de traverser une telle épreuve. Leur confiance dans leur fils n'a jamais faibli, mais il était normal qu'ils s'inquiètent et qu'ils soient aujourd'hui rassurés. Le corps de l'adolescent britannique âgé de 13 ans et demi, violé puis étouffé, avait été retrouvé le 18 juillet par ses 4 camarades de chambre dans une auberge de jeunesse à Plaine Fougère en Ille-et-Vilaine. Un homme, aperçu sur les lieux, avouera avant d'être innocenté par les tests génétiques, tout comme les accompagnateurs des collégiens. Seuls les 5 adolescents n'avaient pas subi de prélèvement. Aujourd'hui, alors que la piste anglaise s'effiloche, on parle à nouveau d'un crime de rôdeur. Les amis de Caroline ont fourni aux enquêteurs le signalement d'un autre suspect. Les 20 policiers anglais et les 5 gendarmes dépêchés à Launceston vont donc tout reprendre à zéro. Pour la première fois depuis le début de leur mouvement, les sans-papiers de l'église Saint-Bernard ont été reçus par le président du groupe UDF à l'Assemblée nationale. Gilles de Robien tente sa médiation dans ce conflit alors que les grévistes de la faim en sont à leur 47e jour. Valérie Fourniou et Marc Millet. Une journée bien remplie pour le porte-parole des sans-papiers. Un peu fatigué, tendu, Aboubacar Diop, dès son retour de l'Assemblée nationale, tient pourtant à rendre compte de son entrevue avec Gilles de Robien. Ce qu'il a proposé, c'est l'existence, créer une commission rapidement pour étudier le conflit et pendant ce temps-là, qu'il y ait un moratoire sur les expulsions. Une entrevue qu'il qualifie de positive, comme les autres responsables du mouvement. Une ébauche de dialogue au moment même où les jours commencent à compter pour les 10 grévistes de la faim. Suivis quotidiennement par le SAMU, ils n'acceptent que du sucre, de l'eau et surtout des vitamines pour retarder les troubles neurologiques irréparables. On a 47 jours de grève de la faim. Ça commence à se sentir chez certains. Ces patients sont fatigués, amaigris pour certains, déterminés pour tous. Aucun patient, je vous confirme, ne relève dans la minute actuellement de réanimation. Le SAMU de Paris intervient à la demande des grévistes de la faim. Des sans-papiers qui ont reçu cette nuit la visite éclair de l'abbé Pierre, dans la cohue. Fatigué lui aussi, il a tenu à apporter son soutien et à lancer un appel. Et il faut nous lutter pour qu'on ait un délai suffisant pour que, comme on l'avait obtenu pour Saint-Ambroise, pour que soit étudié véritablement le cas de chacun. Avec la visite quotidienne de personnalités et la rencontre d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, la journée s'est terminée plus détendue. À l'église Saint-Bernard, ce soir, on avait presque oublié la menace de l'expulsion par les forces de l'ordre.
Et cette affaire provoque des divisions au sein même de la majorité. Si l'opposition, elle, se retrouve unie pour appeler Jacques Chirac à la négociation, l'initiative de Gilles de Robien à droite ne fait pas l'unanimité, y compris dans son propre parti. Roland Sicard et Philippe Deslandes. Les sans-papiers ne voulaient pas manquer leur rendez-vous. Un entretien dans un palais officiel, ils le souhaitaient depuis longtemps. D'ailleurs, l'impatience était telle qu'ils étaient un peu en avance. D'accord, donc on va attendre devant la porte. Il faut dire que si à gauche, tout le monde est d'accord pour réclamer une négociation, dans la majorité, Gilles de Robien est l'un des premiers à faire un geste. Résultat, 1h15 d'entretien et à la sortie, le constat d'une situation difficile. J'ai le sentiment aujourd'hui qu'ils sont demandeurs de dialogue, qu'ils comprennent la complexité de la situation au regard de la loi française, qu'ils perçoivent bien que la situation de tous dans l'Église n'est pas identique et que des solutions modulées et au cas par cas sont à rechercher. Seulement Gilles de Robien paraît isolé. À l'UDF, certains le critiquent. Quant au RPR et au gouvernement, ils font bloc autour de Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré, il a le devoir impérieux de faire ce que l'on attend de lui, c'est-à-dire son travail de ministre. Donc je le soutiens tout à fait. Et je crois qu'il ne faut pas se laisser déborder par ceux qui, en mal de cause, ont décidé d'utiliser ces pauvres sans-papiers comme une chair à canon politique. Il y a eu une majorité de députés et de sénateurs qui ont voté des lois. Ces lois s'appliquent. Le gouvernement ne peut pas transgresser à cela, ou alors il n'est plus digne de ce nom. En tout cas, la réception des sans-papiers à l'Assemblée montre bien que l'affaire se déplace sur le terrain politique. Entre une gauche qui mobilise et une majorité qui se divise, le gouvernement doit trouver une solution. Et Alain Juppé est rentré en fin d'après-midi à Paris un peu plus tôt que prévu. Il doit repartir vendredi au fort de Brégançon pour un week-end de travail avec Jacques Chirac. De nouveaux attentats en Corse contre la sous-préfecture de Sartène et le domicile de José Rossi, le président UDF du Conseil général de Corse du Sud. La bombe chez M. Rossi a pu être désamorcée à temps, mais ses actions portent à 6 les attentats non revendiqués commis en moins d'une semaine contre des bâtiments officiels ou des personnalités. Philippe Boisserie. Les poseurs de bombes savaient très bien où ils étaient. Le nom de José Rossi figure sur la porte d'entrée. Et hier soir, un coup de téléphone anonyme a averti les policiers de la présence d'un colis suspect devant l'appartement de fonction où se trouvaient à ce moment-là la fille et le gendre du président du Conseil général. Les démineurs sont arrivés à temps. Quelques heures plus tard, à Sartène, une nouvelle bombe devant la sous-préfecture. Cette fois-ci, pas de coup de téléphone, mais une explosion. Déjà dévasté en 95, le bâtiment venait d'être reconstruit et même blindé. Cela n'a pas découragé les plastiqueurs. Choqué par ces attentats, José Rossi regrette l'anarchie régnant sur l'île et avance une hypothèse. Je regrette personnellement que le double discours que l'on a entendu au cours de la fin de l'année 95, où l'on laissait espérer certaines négociations, où on avait des négociations que l'on qualifiait de clandestines ou de secrètes et dont on ne connaît pas le contenu, je crains qu'on ait laissé espérer à des mouvements nationalistes des choses qu'on ne peut pas leur donner aujourd'hui compte tenu des positions très claires et très fermes prises par M. Juppé. Et donc il y a une sorte de retour de manivelle. Depuis l'attentat contre le palais de justice d'Ajaccio mercredi dernier, ce ne sont pas moins de 6 attentats qui ont secoué l'île, visant aussi bien magistrats qu'élus. Aucun d'entre eux n'a été signé. Officiellement, le FLNC Canal Historique a décrété une trêve jusqu'en octobre. A-t-il été débordé? S'agit-il d'un mouvement rival? Le parquet de Paris, saisi de ces affaires, tentera de le déterminer. Dans la région de Toulouse, une fillette de 3 ans a été enlevée hier alors qu'elle sortait d'une boulangerie avec sa sœur aînée. Il pourrait s'agir d'une affaire familiale. Et puis du côté de Bourg-en-Bresse, les gendarmes recherchent un couple de Pondins qui a disparu depuis près de 2 mois en laissant ses 2 enfants de 12 et 13 ans. L'enquête sur la catastrophe du Boeing de la TWA, les réacteurs de l'appareil ne seraient pas en cause et l'hypothèse d'une bombe placée à bord du Boeing est maintenant la plus vraisemblable. Philippe Gassot. La récupération de tous les réacteurs du Boeing 747 devait être, selon les enquêteurs, des éléments de première grandeur pour expliquer la catastrophe. Leur examen minutieux, notamment par le constructeur, écarte l'hypothèse d'un mauvais fonctionnement ou d'une explosion. Il va donc falloir chercher ailleurs. Pour la tatillonne NTSB, seul est exclu le dysfonctionnement des réacteurs. D'autres facteurs mécaniques sont encore à examiner et seulement 50% de l'épave du Boeing a été récupérée. Tout le monde est d'accord pour dire que les réacteurs ne sont pas la cause de l'accident ou de toute autre chose qui a pu se produire. Les hypothèses restent donc les mêmes depuis le début de l'enquête. Défaillance technique, valise piégée ou missile.
On sait que l'explosion qui a causé la perte de l'appareil et de ses 230 passagers s'est produite 12 minutes après le décollage, dans le réservoir central, à l'endroit où les ailes sont reliées au fuselage. Pour l'un des médecins de Suffolk, qui a pu examiner les corps, les passagers ont été tués par une formidable explosion toujours inexpliquée. Elle a provoqué des blessures au visage et à la tête. Pour les enquêteurs, l'élément qui pourrait prouver qu'il s'agit d'un acte criminel n'est certainement pas plus gros qu'un ballon de football et repose au fond de l'océan. Il peut s'agir d'un morceau de tapis, de coussin ou d'une pièce de métal. À défaut de pouvoir s'appuyer sur des preuves matérielles tangibles, les enquêteurs procèdent maintenant par élimination. Les moteurs ne sont plus à mettre en cause. Ce qu'ils souhaiteraient examiner de plus près, ce sont les réservoirs. Et dans l'enquête sur l'attentat d'Atlanta, Richard Jewell, le vigile qui était jusqu'à présent considéré comme le principal suspect, eh bien, il aurait été mis hors de cause. Il a subi avec succès l'épreuve du détecteur de mensonges. En Tchétchénie, des milliers de civils fuient la capitale, Grozny. Le commandant en chef des forces russes leur a annoncé qu'ils avaient 48 heures pour s'en aller avant l'assaut. Éric Lemasson. Depuis ce matin, leur nombre n'a cessé de croître. C'est désormais par milliers que les civils fuient Grozny. Au plus vite et à pied pour la plupart, seuls les riches et les plus débrouillards trouvent encore des véhicules. Image d'exode. Cet après-midi, la cohorte des familles tchétchènes s'étendait sur 7 km du centre de la capitale jusqu'au point d'évacuation au milieu des lignes russes. Les civils ont 48 heures pour quitter Grozny. L'ultimatum lancé par le commandant des forces russes en Tchétchénie a sonné le glas de la trêve fragile, maintenue tant bien que mal depuis 6 jours. Qu'on se le dise, une vaste offensive russe se prépare pour reconquérir la ville, mais cette intimidation ne semble guère impressionner ces combattants tchétchènes. Ils exhibent leur fière dégaine et narguent Moscou. Moscou, où l'on ne sait plus trop qui décide quoi pour régler le sort de la Tchétchénie. Si sur le terrain l'armée russe prépare ses plans d'attaque, c'est en vertu d'un décret signé dimanche par Yeltsin lui-même. Mais dans le même temps, un autre représentant de Moscou continue, lui aussi au nom de Yeltsin, de négocier avec les Tchétchènes au cours de ces rencontres nocturnes. Bref, la confusion est telle que le général Liebed, chargé du dossier, partira demain une nouvelle fois pour Grozny. L'artillerie russe y a déjà commencé ses bombardements. Et paradoxalement, c'est d'abord aux militaires russes que Liebed s'adressera pour éviter un nouveau bain de sang. Et le Kremlin s'embrouille dans les explications qu'il donne sur l'état de santé de Boris Yeltsin, alors que le numéro 1 russe serait, selon certaines sources, hospitalisé à la périphérie de Moscou. On explique au Kremlin qu'il se trouve à 300 km de là, dans le but, pour le moins inhabituel, de voir si la région lui convient pour passer des vacances. En Corée du Sud, des milliers de policiers ont pris d'assaut le campus de l'université de Séoul, où étaient réfugiés des étudiants. Un assaut d'une très grande violence. La plupart des étudiants qui réclament le rattachement des deux Corées manquaient d'eau, de sommeil, de nourriture. Ils étaient épuisés. Longtemps après l'assaut, vous allez le voir, un assaut qui aurait fait des dizaines de blessés. Les policiers recherchaient encore des étudiants qui leur auraient échappé et ils s'employaient à déminer le bâtiment de l'université. Les 12 membres d'équipage de Mir sont en pleine forme, tout va bien à bord et Claudie Andrédé a même accordé une interview tout à l'heure à Patrice Pelé et à Claude Sicard. Pour discuter avec Claudie, arrivée hier dans la station Mir, rien de plus simple. Il suffit de se rendre au Tsup, le centre de contrôle spatial russe, de s'emparer d'un téléphone et de dire « Allô, oui, le bonjour de France 2 à l'équipage de Mir, à Shannon Lucide et à Claudie. Alors Claudie, quelles sont vos premières impressions dans la station Mir? L'ambiance est-elle bonne à bord? Et la Terre vue de l'espace vous inspire-t-elle? Alors, l'arrivée dans la station, c'est quelque chose de vraiment surprenant, parce que maintenant, il y a donc 5 modules et il y a un volume énorme. J'avoue que dans ces premières 24 heures, j'ai pas encore pu tout découvrir, et j'aurais vraiment besoin de ces 2 semaines pour repérer tous les endroits. Et il y a eu beaucoup de travail aujourd'hui, j'ai pas vraiment eu le temps de regarder par le hublot, mais par contre le voyage pour venir jusqu'à la station, c'était tout à fait merveilleux de voir la Terre de jour, de nuit. Montrez-nous ce que vous pouvez faire dans l'espace, sortez devant vos amis là, de la station Mir et faites-nous une petite calipette s'il vous plaît. Après 24 heures dans l'espace, personne ne pourra dire ce soir que Claudie n'est pas en forme.
C'est une petite révolution en Angleterre. Elisabeth II s'apprête à réformer la monarchie. Tout cela, bien sûr, prendra du temps. Mais il est question, par exemple, de donner les mêmes droits aux femmes qu'aux hommes pour l'accession au trône. Le souverain ne serait plus le chef de l'église anglicane. Il pourrait épouser donc une catholique. Les explications de nos spécialistes en question royale, Jacques Cardoz et Olivier Robert. Changer la monarchie pour en assurer la survie. La reine se serait donc fait une idée des vieux principes, des vieilles règles de la couronne britannique qui datent parfois du XIe siècle. La loi sur l'accession au trône, réformée, elle permettrait aux femmes d'accéder au titre suprême à égalité de droit avec les hommes. Mais les projets de la reine ne s'arrêtent pas là. Autorisation d'épouser des catholiques pour les mariages royaux. Séparation de l'église avec le royaume, le souverain britannique cesserait donc d'être le chef de l'église anglicane. Enfin, dernier aspect, très controversé, la suppression de la liste civile. Le contribuable n'aurait plus à payer pour la monarchie, mais l'État devrait rétrocéder des domaines royaux acquis il y a 200 ans, un autofinancement, autrement dit la privatisation du royaume. L'idée ancienne de la famille royale, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre la vie publique et la vie privée. Pour emprunter un mot connu des politiciens de gauche, le privé, c'était aussi politique. Ce que la famille royale essaie de faire, je pense, c'est de dire « nous ne pouvons plus offrir au public un exemple moral, en conséquence, nous allons établir une nouvelle frontière entre public et privé ». Établir une distance avec le public, car Elisabeth II est excédée de cela. Ces journaux à sensation qui détaillent jour après jour chaque fait et geste de la famille. Ce changement radical lui permettra peut-être de ne plus avoir de compte à rendre à personne. Mais celui-ci n'interviendra pas avant le début du siècle prochain. D'ici là, la presse britannique a encore de beaux jours devant elle. Le décret fixant le montant de l'allocation scolaire a été publié au journal officiel. L'allocation sera de 1 000 francs à la rentrée contre 500 francs de moins que l'an dernier. Les professionnels du tourisme commencent à faire leur compte à la fin des vacances. À Paris, le bilan n'est pas très bon. Moins de monde et moins de dépenses. Alain Noubeski et Michel Gianoulatos. Un public attentif, ce qui marche le mieux cette année, c'est ce qui est gratuit, nous a dit un responsable du tourisme parisien. Globalement, les visiteurs séjournent moins longtemps dans la capitale que les années précédentes et surtout, ils consomment beaucoup moins. Ils ont des petites calculettes et ils regardent vraiment les prix. On a des prix vraiment très bas. 22 francs, c'est pas vraiment onéreux. Avec 21 millions de touristes l'an dernier, Paris est la ville la plus visitée du monde. Pourtant, il y a danger. Depuis quelques années, notre capitale est perçue comme une ville chère et peu accueillante. Mais ces deux raisons n'expliquent pas à elles seules la baisse de fréquentation. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Paris se relève quand même d'une fin d'année 95 où elle a connu les attentats, le déficit d'image dû à la reprise des essais nucléaires et, je dirais, le point d'orgue que furent les grèves de décembre. Les Anglais sont encore les plus nombreux à visiter Paris devant les Allemands. Un franc fort a découragé les Japonais mais aussi les Américains. Cette clientèle au pouvoir d'achat élevé fait défaut à l'hôtellerie parisienne. Il est un peu hasardeux de tirer la sanction de toute la saison, mais tout ce qu'on connaît de juillet jusqu'à aujourd'hui, c'est une baisse approximative de 10 à 15%, toutes catégories d'hôtels confondues. Au hit-parade des monuments de la capitale, Notre-Dame de Paris, Louvre et Bateau-Mouche sont en baisse. Seule la Tour Eiffel s'en tire bien avec 6% de visiteurs en plus cette année que l'an dernier. Et nous ferons le bilan touristique des vacances dans d'autres régions de France, dans les autres éditions. Il s'annonce comme la nouvelle terreur des chauffards, c'est le radar laser. Il se présente comme un simple caméscope. 4 brigades de police en France en ont déjà fait l'acquisition, dont celle d'Annecy. Didier Guyot et Philippe Fivet. Vitesse excessive, 100 km/h au lieu de 70 km/h. Automobilistes pressés, prenez garde, un nouveau radar est né. À 500 mètres de distance, par une simple visée, un rayon laser calcule votre vitesse. Quand vous l'apercevez, il est déjà trop tard. Ça fonctionne un peu comme un caméscope qui enregistre les vitesses à l'arrière. Il y a une lecture directe par la lunette, c'est un faisceau laser. On vise un véhicule. À l'avant, il y a 2 objectifs, donc un qui part sur le véhicule et la vitesse qui revient à l'intérieur qui est calculée. Avantage de ce radar et donc inconvénient pour l'automobiliste, sa discrétion, sa mobilité et son instantanéité. C'est le policier qui vous a vu, qui vous interpelle. 101 km/h. Bonjour monsieur, police station, le moteur, s'il vous plaît. Vous venez d'être contrôlé
voyez, à 101 km/h au lieu de 70. Donc comme vous pouvez lire dans l'appareil. Vitesse excessive, 97 km/h au lieu de 70 km/h. Ah, oh non, c'est pas possible. Ici. Oh là là. Et c'est une expérience ou ça, non, c'est un appareil qui est passé au poids et mesure et qui est... Bon, ben, il va falloir respecter maintenant, sérieusement. Ah, oui, hein. Outre la brigade motorisée d'Annecy, le multilaser existe à Dijon, à Tours et dans le département de l'Aisne. Et à terme, d'autres villes doivent s'équiper. Les Paralympiques à Atlanta et le record du monde incroyable d'un jeune Américain sur 100 mètres en 11 secondes et 36 centièmes. Un athlète qui n'a ni pied ni main. Christophe Duchiron et Frédéric Basile. Son héros d'enfance à lui, c'était l'homme qui valait 3 milliards. Aujourd'hui, Tony Volpenthes, l'Américain, vaut sans doute beaucoup plus que ça. Sur 100 mètres, il vaut 11 secondes et 36 centièmes. Et ça n'a pas de prix. Nous sommes bien peu à courir aussi vite que lui. Hier en finale, Tony a fait une démonstration, et modeste avec ça. En venant ici, je savais que je ferais tout mon possible pour assurer une victoire. Pour le reste, ça se fait tout seul. Tony est né mal formé il y a 23 ans. Mais enfant, ça ne l'a jamais empêché de s'amuser comme n'importe quel enfant de son âge, et dire que sa mère s'inquiétait. La première question que j'ai posée au pédiatre, c'était « Pourra-t-il marcher? Pourra-t-il aller à l'école ?» Aujourd'hui, les réponses sont claires. Adolescent, Tony a joué au basket, et plutôt bien. Il a fait du judo, et puis un jour, après le basket, il a voulu courir. Aujourd'hui, Tony est un professionnel, 6 jours d'entraînement par semaine, un entraîneur personnel, et des prothèses qui valent 100 000 francs la paire, des prothèses construites pour lui, sur mesure. Et puis il y a l'aide financière de Ross Perot, le milliardaire candidat à l'élection américaine. Ajouter une incroyable volonté et un extraordinaire talent, voici Tony Volpenthes, l'homme qui courait le 100 mètres en un peu plus de 11 secondes. C'est l'un des très grands films de la rentrée, qualifié par bon nombre de critiques de chef-d'œuvre. André Téchiné y réunit une nouvelle fois Catherine Deneuve et Daniel Auteuil sur fond de polar. Ça s'appelle Les Voleurs. Avant d'en parler avec Catherine Deneuve, le reportage de Pascal Deschamps et Jean-Louis Mélin. 4 ans après ma saison préférée, Catherine Deneuve et Daniel Auteuil retrouvent André Téchiné, mais cette fois ils ne sont plus frères et sœurs, ils sont rivaux amoureux. Vous auriez ta sœur, c'est tout. Elle couche avec un flic. Point de départ des voleurs, donc un braquage de voiture par le gang d'Yvan avec Jimmy et sa sœur Juliette. Qui dit voleur dit gendarme, c'est Alex, flic solitaire et désabusé, et dont la route croisera celle de Juliette. Pourquoi t'as été sympa avec moi? Ben ouais, t'aurais pu me balancer le procureur. Pourquoi tu l'as pas fait? T'es pas obligé de me répondre, hein. Chassé croisé de personnages que tout oppose mais que le destin réunit, Les Voleurs permet à André Téchiné de s'attacher au pas des acteurs ordinaires d'un des faits divers qui peuplent nos journaux. Le film, c'est un fait divers, et puis tous les remous, comme ça, et toutes les turbulences que ça peut créer, aussi bien dans les intérêts que dans les sentiments des différents personnages qui sont mêlés de près ou de loin, parce que le personnage de Catherine Deneuve, par exemple, est très extérieur au banditisme, très extérieur à la police, et pourtant elle subit aussi les conséquences de ce fait divers, quoi. Car Juliette aime aussi Marie, son prof de philo. Un rôle plein de délicatesse et d'audace pour Catherine Deneuve. Parce que toi, t'es pas dans la vie, peut-être. Je suis moins dans la vie que toi, mais c'est une question d'âge. Toi, tu as encore plusieurs vies devant toi. C'est normal. Enfin, je me plains pas parce que je suis pas malheureuse, hein. Je suis même très heureuse, je crois que j'ai jamais été aussi heureuse. Catherine, ce qui est vachement impressionnant, c'est que je pense par exemple à la scène dans la salle de bain. C'est tout d'un coup, il y a un moment donné, il faut oublier la grande star, la grande actrice. Il faut penser qu'on joue un personnage. Et moi, je trouve que justement, avec Catherine, il y a un moment donné où elle fait oublier ça, quoi. Est-ce qu'un réalisateur, c'est forcément un voleur aussi? Oui, absolument. Bah oui, ça, oui. Alors Catherine Deneuve, bonsoir. Vous avez l'impression que quand Téchiné vous a volé quelque chose dans ce film? Je crois que c'est un voleur qui restitue. C'est un voleur, un bandit de grand chemin. Il redonne plus qu'il n'a pris, je crois. Qu'est-ce qui fait qu'avec lui, on a l'impression que vous osez aller plus loin qu'avec d'autres? Mais est-ce que c'est pas lui qui ose m'écrire des personnages qui vont plus loin que d'autres? Mais quand vous avez lu donc son scénario, ça vous a fait peur? Vous êtes inquiété? Si je disais non, ce serait mentir quand même. Je me suis pas inquiétée, mais disons, comme c'était quand même assez loin de moi comme personnage sur beaucoup de plans, j'étais pas inquiète, mais disons que j'étais tendue. Tant que j'ai pas vraiment parlé avec lui longuement, comme je le connais bien, que je l'aime beaucoup, que j'ai une énorme confiance en lui, c'est vrai que ça me paraissait un peu loin de moi.
Et alors c'est quelque chose, un film dans lequel vous apparaissez comme une femme qui en aime une autre. C'est quelque chose qui là aussi vous faisait peur par rapport à votre image? Oh non, pas du tout. Pas par rapport à ça. Non, ce qui me faisait peur, c'était l'inconnu. L'inconnu de me trouver dans une relation comme ça. Et puis, quand j'ai lu et relu le scénario et puis les scènes que je devais jouer avec Laurent Scott, je me suis rendu compte que c'est une relation d'amour quand elle est grande et profonde comme celle qui m'attire vers, enfin comme la relation que nous avons Laurent Scott et moi, c'est une relation d'amour, que ce soit une femme ou que ce soit un homme, c'est un amour total, donc c'est... Vous dites dans le film, j'aime pas les femmes, j'aime bien une femme. Absolument. J'ai été mariée, j'ai des enfants, des petits-enfants, et je ne sais pas que j'aime les femmes, j'aime cette femme. Alors, à propos de ce film, enfin, quand on voit votre carrière, effectivement, ça fait une rupture. Effectivement, on se dit que Téchiné arrive à obtenir de vous des choses que n'arrivent peut-être pas à obtenir les autres. Je sais pas moi, est-ce que vous avez l'impression de prendre des risques à chacun de ces nouveaux films ou par rapport effectivement à l'image que vous représentez d'être une star, quelquefois un peu froide, quelquefois un peu trop belle? De moins en moins quand même. Mais vous savez, on a toujours l'impression qu'on prend des risques, mais en même temps, on essaie toujours de prendre des risques, non pas qu'on calcule, mais des risques que l'on veut mesurer. C'est-à-dire que le plus grand risque, ce serait quand même de faire la même chose, de rester dans une image ou dans une espèce de réalité comme ça, de ce que les gens attendent de vous, imaginent de vous. Et ça me paraîtrait le plus grand risque, celui d'être totalement figé. Et c'est vrai que moi, de caractère, c'est pas tellement ma nature, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Donc, je suis étonnée de voir que très régulièrement, on a l'air surpris de voir que je fais des choses comme ça différentes, ou en tous les cas éloignées de l'image que j'ai. Parce que l'image que j'ai, je crois que c'est quand même aussi, quand on dit ça, c'est une image, disons, couverture de magazine, une image papier glacé, comme on dit. Et vous avez l'impression de tout remettre sur le tapis à chaque fois que vous faites un film? Ah non. Pas du tout? Ah non, je remets pas tout sur le tapis, mais je suis joueuse. Oui, beaucoup, oui, bien sûr, mais je suis joueuse. Donc, c'est pas tout remettre sur le tapis, mais c'est à chaque fois essayer de m'investir le plus possible, d'arriver avec le plus de fraîcheur possible devant quelqu'un, pour essayer d'être l'interprète. Moi, ce qui me plaît dans le métier d'actrice, c'est d'interpréter. C'est pas une image, une idée de création, si vous voulez, c'est l'idée d'interpréter, c'est-à-dire de me prêter à la... Pardon, pour interpréter, vous n'avez pas l'impression quelquefois d'être un peu gêné par justement tout ce que vous avez derrière vous en termes d'image, de comédienne et de star? Si, je crois que ça compte beaucoup et je crois que c'est très difficile et les grands metteurs en scène savent très bien que 20 minutes ou un quart d'heure en tous les cas d'un film, au départ, on doit essayer de faire oublier l'image d'un acteur tel qu'il est, tel qu'on le connaît, tel que les gens l'imaginent. Il faut au moins un quart d'heure pour oublier ça. Et dans vos relations avec les autres comédiens, vous les intimidez un petit peu, vous les impressionnez un peu? C'est l'impression que vous avez? C'est pas l'impression que j'ai, mais c'est ce que je sais, c'est ce qu'on me dit, donc je fais pas des efforts, mais disons que j'essaye d'en faire un peu plus que je n'en ferais normalement, parce que je suis quelqu'un d'assez réservé, donc je me montre souvent plus chaleureuse peut-être que je ne le serais de caractère, pour essayer de faire tomber le plus vite possible cette barrière, mais je m'entends très bien avec les acteurs ou les actrices avec qui je tourne en général, c'est une question de temps. Qu'est-ce qui fait, en voyant un scénario, je sais pas, c'est le scénario ou le metteur en scène, le réalisateur qui est le plus important, qu'est-ce qui fait que vous dites oui à un film? Vous avez encore envie de dire oui? En ce qui concerne certains metteurs en scène, c'est l'envie de travailler avec eux. André Téchiné, j'avais décidé de refaire un film avec lui. Et on avait trouvé un producteur assez fou pour nous réunir avant même que le scénario existe vraiment. Donc c'était comme ça. Mais sinon, en principe, c'est les deux, c'est le metteur en scène et le scénario. Plus que le personnage. Et tourner, vous pourriez arrêter de tourner? Quand vous ne tournez pas, vous êtes malheureuse ou vous êtes... Je suis comme vous, quand je ne travaille pas, au bout d'un moment, je m'angoisse, oui. Parce que vous avez encore des choses que vous voudriez absolument faire? Non, j'ai pas en termes de défis, en termes de... Non, moi je suis assez... je vis assez au quotidien et mon envie c'est de faire des rencontres et d'aller au-devant de gens et d'avoir des rencontres de hasard, mais j'ai pas vraiment de plan, non. Bon, et donc c'est donc le film, ça s'appelle Les Voleurs, c'est le film de Téchiné, ça sort mercredi, bien sûr, vous nous incitez à aller le voir. Ah ben oui. Je pense que ce serait une bonne chose demain. Dans le film, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Oh, mais on le verra beaucoup, Daniel, dans le film. Donc. On le verra beaucoup dans le film. Et puis dans le film, vous allez jusqu'au bout de vos sentiments. Lui, on a l'impression que c'est un espèce d'handicapé des sentiments. Mais il est comme beaucoup d'hommes. Il est un peu infirme, c'est-à-dire qu'il a du mal à aller au bout des choses. Et puis c'est quelqu'un de très prudent. C'est quelqu'un qui a des relations difficiles familiales, des relations difficiles avec les femmes. Donc c'est quelqu'un qui est habitué à être dans une profession aussi où on n'est pas aimé. Donc il y a beaucoup de méfiance quand même. En tout cas, c'est un très très beau film. Merci en tout cas beaucoup d'être venu ici ce soir. Les premières vendanges de la saison, elles ont eu lieu comme chaque année à Rivesaltes, près de Perpignan. Pascal Golomer et Bernie Mériot ne les auraient ratées pour rien au monde. Premier coup de sécateur, première grappe de raisin. C'est presque devenu une tradition.
Les vendanges en France débutent ici, à Rivesaltes, sur une petite parcelle de 4 hectares, entre Pyrénées et Méditerranée. Le soleil s'était éclipsé hier, peu importe, puisque sa mission est accomplie, le raisin est mûr. C'est aux vendangeurs d'entrer en scène. Bon, là ça va parce qu'il ne fait pas trop chaud aujourd'hui, mais dès que la chaleur va revenir, ça va être assez difficile pour nous. On ira se baigner en fin de journée. Beaucoup de soleil, c'est essentiel pour le raisin. Mais cela ne suffit pas pour débuter les vendanges plusieurs semaines avant les autres régions. On ramasse des raisins aussi tout de l'année parce que nous avons des sols qui sont extrêmement secs, extrêmement précoces, extrêmement chauds. Et également parce que nous avons un cépage qui est un muscat de première époque, et un muscat petit grain, et qui vient toujours comme ça début août. Ces raisins donneront 2600 bouteilles de vin blanc sec. Un vin de pays à ne pas confondre avec le fameux muscat de Rivesaltes, beaucoup plus doux, produit à partir de raisins ramassés plus tard, lorsqu'ils auront mûri davantage. Cette première journée de vendange a en tout cas valeur de test pour le producteur, un joli coup publicitaire aussi que lui offre la nature. Vous savez, au sud du Sud, on est aussi quelquefois oublié. Donc si on peut penser à nous pour ce fameux raisin qui est ce muscat de ce département des Pyrénées-Orientales le plus ensoleillé de France, c'est aussi une petite chance qui nous est retournée. Mais vendange précoce ne signifie pas à coup sûr vins exceptionnels. C'est maintenant au vigneron de prouver son talent. La nature ne peut plus rien pour lui. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de Laurent Romeshko. Le dernier journal, ce sera vers 23h45 que Florence Dechet. Dans les 4 vérités, demain, Gérard Leclerc recevra Marie-Paul Poilpot, directrice de la Fondation pour l'enfance. À 13h, vous retrouverez Laurence Piquet. Et je vous retrouverai quant à moi à 20h demain soir. Et bonne soirée sur France 2.